Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire FIT, notre troisième édition sur le thème des relations entre entreprises et start-up. Au cas où vous ne le saviez pas, l'acronyme FIT signifie en toutes lettres le Forum de l'innovation technologique et de la transformation. Nous nous intéressons à toutes les facettes, tous les impacts induits par la révolution numérique. Nous organisons des rencontres sur des thèmes tels que le RPA, la robotisation des processus, l'intelligence artificielle, le blockchain, les objets connectés, lors desquels les participants peuvent échanger avec des acteurs d'une entreprise qui a avancé, qui a priori progressé plus vite que la moyenne. C'est bien cette volonté de partage qui caractérise notre engagement, qui au fond, et malgré le Brexit pour ce qui me concerne, vise à promouvoir la performance des entreprises et organisations françaises et concerne donc tout manager de la transformation. Donc nous sommes ravis que le sujet intéresse autant de monde, un intérêt que cette période de reconfinement n'a pas freiné, bien au contraire. Sachez que le nombre d'inscriptions a accéléré depuis vendredi dernier. Le compteur était à 145 à minuit, avec 20 en la seule journée d'hier et 4 inscriptions ce matin. Vous assistez donc à la troisième édition de cette rencontre conçue pour explorer le phénomène de la collaboration entre plutôt grandes entreprises et, en français, structures naissantes des startups. Les deux premières éditions se sont concentrées sur l'évolution de la relation à travers 4 étapes: la découverte, la qualification, la contractualisation, souvent délicate, et le développement pérenne. Ce matin, nous vous proposons d'aller plus en profondeur pour découvrir le sens de ces relations. C'est évident pour le start-up qui cherche à se développer, sans doute un peu moins pour l'entreprise. Donc j'ai beaucoup de plaisir à recevoir tous nos intervenants que Patrick Giré-Loison va tout de suite présenter, avec un grand merci à Magali Noé qui va développer en première instance ce sujet du sens, le pourquoi de la relation. Enfin, j'assume ce matin la lourde responsabilité de gardien du chronomètre. Notre expérience de l'année dernière prouve que c'est trop facile de se laisser déborder par l'intensité des échanges. Donc, nous allons opérer un système de carton. Jaune comme au rugby, un coup de sifflet, 10 secondes pour conclure. Carton rouge, 2 coups de sifflet, stop. Je passe la main à Patrick, qui a dépensé énormément d'énergie à organiser la matinée. Un grand merci à lui. Bonjour à toutes et à tous, et c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Alors, malheureusement, on n'est pas tous ensemble comme les 2 années précédentes. Nous étions dans une salle et évidemment, il nous manquera l'informel, il nous manquera la conversation qu'on peut avoir à la fin autour du café. Mais c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, on a un panel extraordinaire, hein, et je sais que c'était l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes se sont inscrites et continuent à s'inscrire. Je vois arriver des nouvelles inscriptions. Qui est-ce qu'on a convié? Alors d'abord, on a convié Magali Noé à intervenir, parce que Magali, alors elle est très modeste, mais c'est quand même l'une des CDO les plus influentes en France, d'après Forbes. Un Chief Digital Officer qui a une très grosse expérience dans le secteur de l'assurance, qui est évidemment l'un des secteurs qui est complètement disrupté par le numérique, mais pas que. Et elle est administratrice et vice-présidente du comité digital de Wafa Assurance. Et ensuite, nous allons avoir une série de binômes, puisque l'idée, c'était de faire témoigner des binômes en regard croisé, évidemment avec des perspectives différentes, des points de vue différents et complémentaires. Premier binôme, Isabelle Machola, qui est la CEO et cofondatrice d'Isaït, et Jean-Sébastien Bocan, qui est le vice-président Investments and Partnerships chez Sodexo, que tout le monde connaît. Je crois que tout le monde a mangé chez Sodexo au moins une fois dans sa vie. Damien Heiss, qui est le CEO et cofondateur de InWibe, et qui est une start-up un petit peu originale, il va vous l'expliquer par la suite. Et malheureusement, Roberto Tione, qui est le directeur de la recherche et innovation chez Webtech, ne peut pas être avec nous. Il nous a envoyé un message il y a quelques instants pour nous dire qu'il était bloqué. Donc, on va demander à Damien, en fait, si tu veux bien, de jouer
l'un et l'autre, tu prendras ton accent italien. Samuel Ben Simon, qui est directeur associé chez Mobiliwork et qui est en binôme avec Andrea Riccardi, qui est manager accélérateur. Il faudra qu'elle nous explique ce que ça veut dire chez CNP Assurance. Et enfin, Joanne Canaan, qui est la CEO et cofondatrice d'Omini, qui œuvre dans les devices médicaux, et Gilles Barre, qui est Tender Lead chez Pfizer. Donc, vous voyez qu'on a un panel extrêmement diversifié. C'est l'idée de FIT, d'avoir profil, domaine d'activité, maturité de l'activité elle-même différente et de croiser ces paramètres. Alors, sans plus attendre, Magali, écoute, je vais te passer la main et te permettre de faire la keynote et nous mettre un petit peu, poser un peu le paysage de qu'est-ce qu'on entend par donner du sens à une relation start-up et grande entreprise. Magali? Oui. Merci beaucoup, Patrick. Donc, pour me présenter très rapidement à presque tous les compliments que tu m'as déjà fait. Donc, moi, j'exerce le métier de Chief Digital Officer depuis 6 ans maintenant. Je suis aussi actuaire et spécialiste de l'assurance, je pense qu'on peut le dire, puisque moi, j'ai fait tout mon parcours professionnel dans le secteur de la banque assurance dans des très, très grands groupes. Et vous le savez, les entreprises ont une très forte culture financière et sont assez traditionnelles. Donc, moi, c'est dans ces milieux-là, dans des milieux très réglementés avec des organisations plutôt silotées, que j'ai appris à innover, j'ai appris à embarquer des équipes entières pour faire bouger les lignes. Et surtout, j'ai créé du lien entre des grandes entreprises et des startups. Et je pense que c'est beaucoup pour ça que Patrick et Tony m'ont demandé d'introduire ce webinaire, donc qui s'appelle « Comment donner du sens à la collaboration entre start-up et grandes entreprises ». Donc, déjà, je les remercie parce que du coup, ça m'offre la possibilité de partager avec vous mon expérience et ma vision. Alors, pour démarrer, démarrons par les grands défis des grandes entreprises aujourd'hui. Moi, j'en vois 2. 1, la digitalisation. 2, l'innovation. Alors, quelles sont les définitions que je mets derrière ça? Donc, la digitalisation, donc dans le langage de Henry Ford, c'est souvent à lui qu'on fait référence, c'est faire des chevaux plus rapides. Voilà. Donc, dans le langage un peu plus culturel et un peu plus moderne, c'est le cinéma qu'on peut réserver en ligne, c'est le passage de la cassette, ça c'est ma génération, au CD. Donc, voilà. Donc, les entreprises digitalisent pour collaborer plus efficacement, facturer plus vite, améliorer le service client, sécuriser les contrats, mieux gérer sa trésorerie. Et pour cela, elles vont utiliser l'informatique pour optimiser les processus existants, repenser leur système d'information, dématérialiser, simplifier, etc. Donc ça, pour moi, c'est la digitalisation. Donc, on modernise finalement l'existant. L'innovation, eh bien, c'est inventer la voiture, c'est Netflix, c'est le streaming. Et donc, pour innover, nous allons appliquer les technologies, mais pour transformer les activités, trouver vraiment des nouveaux leviers de croissance, faire une nouvelle proposition de valeur, plus ou moins éloignée de la situation actuelle et qui aura vraiment un impact sur le modèle d'affaires, tant sur la structure des coûts que les revenus. Voilà, donc moi, ces projets viennent pour la plupart, ce que j'ai pu constater, modifier les modes de coopération internes et externes. Donc, digitalisation, innovation, donc ces 2 approches, elles sont, vous l'aurez compris, séparées par leur degré finalement d'audace à faire autrement. D'un côté, l'innovation, il existe un réel potentiel de rupture matérialisé par l'introduction vraiment d'un nouveau produit, d'une nouvelle offre révolutionnaire, par une réinvention complète d'un processus, par la création d'un système de distribution inédit. Et de l'autre, il ne peut être question que de progrès incrémental ou d'amélioration marginale, généralement motivée par un objectif d'ailleurs de réduction des coûts sous une forme ou sur une autre. Et les 2 sont importants pour les grands groupes, pour d'ailleurs n'importe quelle entreprise, je pense. Donc, une fois qu'on a posé ces définitions, nous pouvons nous demander finalement pourquoi il y a des secteurs qui arrivent à se transformer totalement et d'autres qui se digitalisent à coup de transformettes, donc des petites touches comme ça, on essaye un peu, des petits machins, etc. Mais on reste aux petits machins.
Donc, eh bien, moi, je propose un modèle assez simple et j'ai eu la chance de le construire avec une promotion de haut potentiel que j'ai encadrée récemment dans une autre association qui s'appelle la FNEP. Et finalement, on a établi qu'il fallait regarder deux choses, l'ampleur et la vitesse des changements sur votre secteur. Alors, ce sont deux comportements parfaitement interdépendants. Et du coup, ça donne un cadran à 4 quartiers. Donc, votre secteur, votre entreprise, est-ce qu'elle vit une révolution urgente, une révolution non urgente, une évolution urgente ou une évolution non urgente? Finalement, les différents degrés d'urgence ressentis par les entreprises confrontées à des ruptures technologiques et les différents degrés de transformation de la révolution du business model, elles permettent d'expliquer les plans d'action massifs ou marginaux, donc les fameuses transformettes des entreprises. Et on a pu le constater avec cette promotion dans le monde entier. On a étudié de nombreuses entreprises. Donc, certaines entreprises, clairement, elles sont confrontées à des ruptures tellement fortes qu'elles voient leur modèle d'affaires s'écrouler plus ou moins rapidement. Et ça exige un plan d'action, un plan de transformation, parfois très, très dur pour continuer à exister. Et d'ailleurs, certaines n'y arrivent pas. À l'inverse, dans des écosystèmes très favorables économiquement ou face à des technologies de rupture encore assez immatures, certaines entreprises savent qu'elles ont besoin de se transformer, mais ne sont pas encore soumises à une urgence manifeste. Alors, certaines vont quand même jusqu'à anticiper les changements avant qu'ils n'arrivent, mais on peut quand même constater que c'est assez rare, c'est quand même dans la nature humaine de réagir quand il y a le feu, quoi. Alors, moi, je vous invite à questionner votre propre secteur. Là, je crois qu'il y a beaucoup de participants de grands groupes sur finalement la mise sous tension de votre modèle d'affaires, sur la maturité technologique de certaines innovations, sur votre secteur, sur le modèle organisationnel ou encore sur les facteurs endogènes et exogènes de cette transformation. Observez finalement ce qui se passe sur votre secteur. Et bien sûr, on voit que dans les secteurs en révolution urgente, il y a plus d'innovation que de digitalisation. C'est ce qu'on constate. Donc voilà, donc on a vu qu'il y avait deux défis, la digitalisation et l'innovation. On a vu qu'une des méthodes, en tout cas pour calibrer l'énergie à mettre sur ces deux processus, en tant que manager ou transformeur dans ces entreprises, eh bien, vous pouvez mesurer l'ampleur et la vitesse des changements sur votre secteur. Alors, je peux affirmer que quelle que soit finalement votre position, vous aurez besoin de start-up. C'est la bonne nouvelle pour les représentants des start-up qui sont avec nous. Bien parce que même si ces deux approches, digitalisation et innovation, sont différentes, elles présentent beaucoup d'analogies et elles se renforcent l'une l'autre. Et je pense que les entreprises faiblement numérisées peineront de plus en plus à innover et réciproquement. Et c'est pour ça que je suis, en tout cas en tant que Chief Digital Officer, assez heureuse qu'on ait commencé dans mon secteur, l'assurance, la transformation il y a à peu près 6-7 ans, bien parce que ça nous sert aujourd'hui en pleine crise. Donc, on peut constater, en tout cas, moi, je rencontre énormément de dirigeants de plein de secteurs. La digitalisation, elle est clairement en cours dans les grands groupes. Voilà, on s'occupe quand même de moderniser l'existant. Et l'innovation, les nouveaux trucs, peinent vraiment à éclore. Et la crise, là, donne en tout cas certains ralentissements encore sur ce volet-là. Donc, les acteurs historiques, seuls en tout cas, ils ont du mal à impulser l'innovation. Moi, je peux noter, en tout cas, dans certains secteurs, une pauvreté, voire une absence totale de courage et de prise de risque. Et cela conduit
à se contenter finalement de maigres avancées techniques ou en termes de relations clients, ben, on fait un petit peu de réseaux sociaux, on offre un site internet, mais enfin bon, ça ne révolutionne pas vraiment l'expérience client. Et même parfois, certains acteurs établis, puissants et souvent d'ailleurs protégés par une réglementation, eh bien, elles ont un comportement, moi, qui me choque parce qu'elles ont tendance à mépriser les startups qui viennent disrupter leur propre marché. Moi, je peux constater, en tout cas dans mon domaine, dans l'assurance, un désintéressement ou un scepticisme de beaucoup d'assureurs sur, par exemple, Lemonade ou Alan, qui sont des assurtech qui viennent revoir entièrement l'approche assurance. Alors, pour les deux défis, digitalisation et innovation, les grands groupes ont besoin de startups, vous l'avez compris, parce que elles sont engluées finalement dans la digitalisation de leur existant. Donc, que vous soyez, vous les startups, là, autour de la table, éditeurs de logiciels, que vous fassiez du machine learning, traitement de langage, fournisseur de tech, même révélateur de talent, je dirais même surtout révélateur de talent, on a besoin de ressources humaines vraiment engagées pour faire tout ça, des plateformes de collaboration, de la data vis, de la cybersécurité, bref, on a besoin de vous, les grands groupes ont besoin de vous. Et il y a beaucoup de vertus à cette collaboration, d'ailleurs, côté start-up et côté grand groupe, bien entendu. Donc, pour les start-up, je vais vous refaire le blabla que vous avez certainement déjà entendu, mais vous êtes fragile au début, forcément, les premières années, et donc, vous avez besoin d'un appui financier, commercial, en termes d'expertise pour passer le cap des premières années. Pour une start-up, finalement, être dans l'écosystème d'un grand groupe, ça apporte de la crédibilité et de la visibilité et peut également apporter une aide marketing, de communication, voire la possibilité d'accéder à des clients et des partenaires commerciaux. Donc, c'est quand même pas rien quand on débute parce qu'on peut s'essayer sur le marché avec ce grand groupe. Et côté grand groupe, le fait d'être proche d'un écosystème de start-up, ça permet de s'inspirer de leur méthode managériale et organisationnelle, gagner en agilité, en réactivité, en collaboratif. Et cette veille nous permet, je me mets dedans, de s'adapter au mieux aux transformations profondes que connaît notre environnement. Donc, ce rapprochement, pour moi, c'est vraiment une opportunité d'améliorer notre communication, d'augmenter notre attractivité en termes aussi d'employeurs. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vertus, mais clairement, c'est pas du tout facile. Avec mon équipe, on en a fait les frais. Il y a quand même de grosses difficultés. En raison de très grandes différences de fonctionnement, d'état d'esprit, bâtir une relation durable entre une jeune pousse et une entreprise établie, c'est compliqué. C'est compliqué bien parce que innover, collaborer avec des toutes petites entreprises très fragiles dans une grande entreprise, c'est carrément un combat. Alors, on dit ça quand on en a un peu marre. Au début, quand on commence jeune Chief Digital Officer, on dit « Ah ouais, c'est un challenge ». Mais bon, en vrai, c'est un combat sur tout et de tous les jours parce que c'est sans cesse le boulon qui saute de la chaîne de production. On rentre dans aucune case, dans aucun process habituel. Il faut donc éduquer, expliquer et tout y passe. Le vocabulaire, la communication, les méthodes de travail, le rythme, les instruments de mesure, tout y passe. Alors, juste pour vous, on va être un peu empathique. Si vous vous mettez dans la peau d'un directeur des risques qui, depuis toujours, a dit à ses équipes: notre job, c'est de contrôler et s'il y a un écart, faites-le moi savoir. Est-ce que cette même personne, ce même chef, est-ce qu'il peut autoriser son équipe sur certaines activités à lâcher prise, donner un espace plus souple pour l'expérimentation, ne pas chercher la perfection, prendre des risques et déroger au processus? Ça, c'est pas facile à faire.
parce que ça demande du courage. Et en plus, s'il l'autorise et que après l'innovation plante, ce qui arrive quand même assez souvent, eh bien, il sera aussi responsable. Et du coup, eh bien, beaucoup préfèrent ne pas entrer dans ce double jeu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté grand groupe, quand on est cette équipe qui vient transformer, eh bien, changer la posture, la culture d'une entreprise, ça demande du temps, une volonté et des efforts collectifs immenses. Alors, c'est possible, c'est la bonne nouvelle, avec des personnes engagées qui ont énormément de résilience et ça, je le rajoute parce que je sais que c'est très, très important, il faut le soutien implacable du directeur général. Voilà. Donc, la question de départ qu'on m'a posée, c'était comment donner du sens à la collaboration grand groupe et start-up. Donc, j'y répondrai par 5 points inspirés de constats et de tendances. 1, la posture. Digitaliser et encore plus innover dans un gros groupe, ça exige de l'ambition, du courage, de l'humilité, de la sincérité et de l'alignement. Urgence et ampleur. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'est les grands groupes ont besoin de start-up pour digitaliser et innover. Et je constate en tout cas que dans les grands groupes, le mindset est acquis pour la digitalisation. Pour l'innovation, ce n'est pas encore le cas. Et il faut en tout cas un sentiment d'urgence et un impact profond du changement pour déclencher les choses. Moi, je pense qu'il faut intégrer le changement climatique et toutes les conséquences qu'il a. Et vous, les startups notamment, aider les grands groupes à aller à construire des choses nouvelles pour un futur plus durable, plus solidaire, plus agréable. 4e point, la souveraineté. On voit quand même que les leaders US et Asie sont vraiment dominants et innover en France et en Europe, ben, c'est une question de souveraineté, de défense et de culture. Donc, levez-vous tous les matins en disant que vous travaillez pour la France et l'Europe quand vous innovez, quand vous transformez vos entreprises. Et bien sûr, ben, la vie dans l'entreprise, en tant que manager, moi, j'y suis extrêmement sensible. L'enjeu de l'entrepreneuriat, de la collaboration avec des startups, grands groupes, eh bien, c'est aussi remettre de la vie dans nos entreprises. Et Dieu sait qu'on en a énormément besoin aujourd'hui avec la crise sanitaire et tout le télétravail qui vient finalement nous faire perdre beaucoup de relations. Donc, j'en arrive à ma dernière phrase. Comment donner du sens à la collaboration grand groupe et start-up? Donc, pour moi, c'est une question de posture basée sur le courage, de stimulation par la vitesse et l'ampleur des changements, de recherche de performance avec une responsabilité sociale et écologique intégrée, de souveraineté pour protéger nos valeurs et de management pour une vie dans l'entreprise favorable à la créativité. Voilà, et je laisse place au témoignage parce qu'il y a des très très belles histoires qu'on va vous raconter. Voilà. Merci Agali. T'en prie. Alors, je ne sais pas qui prend la suite. Oui, c'est Patrick normalement, mais il a fermé son micro pour l'instant. Il est en train d'inviter la suite qui est… Alors, c'est Isabelle. Ouais, je crois que c'est Isabelle et Jean-Sébastien. Ben, ils sont là, donc ouvrez vos micros et c'est parti. Allez, à vous. Merci. Isabelle, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour. Je suis donc Isabelle Machola, présidente et cofondatrice d'Isaït. Alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là où on présente un peu rapidement la société, mais oui. OK, Patrick. Donc, Isaït, c'est une plateforme de microtage digital qui donne du travail à des jeunes femmes sous forme de complément de revenus pour leur permettre de réaliser un projet professionnel.
Donc, Isaït prend des projets digitaux d'entreprise, découpe ces projets en micro-tâches et appelle la foule, c'est du crowdsourcing, et on fait travailler ces jeunes femmes. Aujourd'hui, quelques chiffres, Isaït a un peu plus de 1000 jeunes femmes sur 32 pays et 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, un peu plus de 200 clients, et notre offre de services tourne autour de 3 grands axes, tout ce qui est autour des algorithmes de machine learning, donc validation de données ou correction de données pour ces algorithmes, tout ce qui tourne autour du Natural Language Processing, donc entraînement de chatbot, et puis on a une offre aussi qui est autour du data enrichment, c'est souvent des sites d'e-commerce. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui je suis avec Jean-Sébastien de Sodexo Venture. Jean-Sébastien, Sodexo a 2 casquettes vis-à-vis d'Isaït. C'est un investisseur, ils sont en emploi capital lors de notre deuxième levée de fonds en février 2020, et aussi un client. Bon, on discutera un peu des tourmentes aujourd'hui, malheureusement, à cause du confinement. Voilà, alors, pardon, j'avais été un peu lâché. Alors, il y a la première partie qui est la technologie. De temps en temps, je ne se trouve plus le micro. Mais je crois qu'on en est tous là de jongler un petit peu avec ces interfaces. Isabelle t'a présenté ta société. Moi, effectivement, Jean-Sébastien, alors tout le monde pense connaître Sodexo, mais peut-être pas vraiment. Alors oui, d'abord, Sodexo, quand on pense à Sodexo, la première chose à laquelle on pense, c'est la restauration collective. Et c'est effectivement, évidemment, comment dire, une des activités les plus importantes, mais elle ne représente même pas 50% des activités de Sodexo. Sodexo, c'est également ce qu'on appelle les activités de facilities management. Donc, ce sont tous les services aux entreprises qui vont de la sécurité au nettoyage, à la maintenance des sites. Mais c'est également les chèques déjeuner, ainsi que des services aux particuliers, comme par exemple les aides à domicile, les auxiliaires de vie. Donc en fait, Sodexo, au total, c'est plus sans activité, mais ça sont les principales. Mais j'ai envie de dire que Sodexo, c'est surtout et avant tout, c'est quasiment 500 000 employés. 500 000 employés dans le monde, c'est le premier employeur français mondial. Et ça a beaucoup d'impact sur la culture d'entreprise, sur la manière dont est gérée l'entreprise, en particulier en ce moment, et sur la manière dont on choisit nos partenaires. Moi, mon background, très rapidement, j'ai pu faire de la fusion-acquisition, du conseil en stratégie et la stratégie digitale pour un assureur, un concurrent de Magali. Ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai rejoint Sodexo, c'est que les valeurs de cette entreprise, c'est une entreprise familiale. C'est vraiment loin d'être uniquement un petit texte sur le site web de Sodexo. C'est quelque chose qui se traduit par l'ensemble des personnes qui sont recrutées. Et dans les interactions que j'ai, mais également avec des personnalités comme celle d'Isabelle. Et c'est pour ça que, en fait, dès qu'on a rencontré Isabelle, ça fait beaucoup de sens très rapidement de travailler ensemble. Voilà, c'est, on va dire, un des critères principaux. Pas uniquement les critères, je dirais, principalement business ou financier, c'est également culturel. Voilà. Et je pense qu'on va y revenir après dans comment on donne du sens à une collaboration. Alors effectivement, juste pour conclure là-dessus, Isabelle, l'histoire de sens, parce que Jean-Sébastien en a parlé un petit peu, juste en 2 mots, c'est quoi donner du sens à la relation avec Sodexo? Au-delà du business pur, qui est évidemment intéressant, et d'avoir un actionnaire qui se trouve être aussi un client en l'occurrence. Ouais. Donc en fait, pour nous, donner du sens à une relation grand groupe / start-up, donc dans ce cas Sodexo, Isaït, c'est pas la première fois qu'on fait ce double partenariat. Lors de notre levée de fonds précédente, on a fait rentrer Maltem Consulting, qui est une ESN, et le sens qui avait été donné, c'était aussi par des relais à Madagascar, un des pays où on est présent, parce qu'ils avaient une filiale P4H, Fashion for Humanity, et là, qui aide les jeunes femmes à Madagascar. Dans le cadre de Sodexo et d'Isaït, je pense qu'il y a au départ un échange de bons procédés. Magali l'a dit, je pense
qu'on ne peut pas chacun évoluer dans son côté et on a tous besoin des autres. Donc, la start-up va amener son côté agile, innovant, disruptif. Et puis, le grand groupe, lui, va amener la force financière, les connexions. Donc, pour nous, je pense que le sens qui a été donné à Sodexo, déjà, je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Il y a énormément d'activités autour de la RSE et pas que chez Sodexo au niveau mondial, sur des valeurs d'entraide, de collaboration vers la femme, qui sont des valeurs très, très soutenues chez Isaït. Et puis, c'est une complémentarité de façon de travailler. Aujourd'hui, Sodexo, comme toute entreprise, se digitalise et ils se trouvent à un moment de leur vie d'entreprise où ils ont besoin d'aider justement dans cette transformation. Et Isaït, autour de particulièrement l'intelligence artificielle, mais pas que, a un rôle à jouer. Donc, je pense que ça a été le socle, c'est vraiment les valeurs. Si on n'avait pas eu ces valeurs communes, cette ambition commune, je pense que ça n'aurait pas matché, même si, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir un grand groupe qui soutient une start-up. Et puis ensuite, après, on cherche le complément. Et en fait, on a dit dans ce matin, c'est une grande famille, une grande société. Et il y a plein d'endroits où Isaït peut donner des touches. Mais je pense que le socle, et on en a discuté avec Sébastien, c'est vraiment un partage de sens et de valeurs communes. On reviendra là-dessus, Isabelle et Jean-Sébastien, parce que c'est intéressant d'avoir le regard croisé. Je vais proposer à Damien de jouer sa double casquette, en fin de compte, pour être à la fois le représentant, enfin la voix de Wabtec et la voix d'InWibe. Alors, je vais, pendant ce temps-là, Isabelle et Jean-Sébastien, ne soyez pas surpris, vous allez disparaître parce que je vais préparer le binôme suivant derrière. Ne soyez pas… Voilà. Damien, floor is yours. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous. Alors, effectivement, je vais rentrer dans cet exercice un petit peu schizophrène qui va me permettre à la fois d'être dans la peau de Roberto Tionnet qui n'a pas pu être là avec nous ce matin et puis être également le cofondateur d'InWibe. Alors, si je parle au nom de Roberto, déjà peut-être quelques mots sur Wabtec, qui est un groupe que certains d'entre vous connaissent peut-être pas très bien. C'est un groupe industriel qui est né de la fusion de Wabco et de General Electric Transportation, qui fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a comme activité principale, d'une part, celle d'assurer auprès des constructeurs ferroviaires toutes les prestations autour du transit de passagers et l'autre activité qui est une activité qui tourne autour du fret ferroviaire. Ces deux activités étant tournées autour d'une présence industrielle d'une 50aine de pays. Et comme vous pouvez le comprendre, en fait, Wabtec est un groupe qui est très, très industriel, avec une forte culture d'ingénieurs. Et lorsqu'on parle de la question de donner du sens à la collaboration grand groupe startup, se pose très rapidement la question de comment donner du sens et comment créer de la valeur. Et c'est en fait une bonne transition par rapport à ce que Isabelle évoquait et par rapport à ce que Magali introduisait tout à l'heure sur cette notion de création de valeur à la fois côté grand groupe, à la fois côté Wabtec et puis à la fois côté startup. Et pour donner du sens et apporter véritablement une plus-value dans cette relation, quand on est un grand groupe industriel comme Wabtec, le premier obstacle auquel on est heurté, c'est celui de pourquoi moi, industriel qui existe depuis des dizaines d'années, j'irai faire appel à des startups alors que toutes les compétences, je les ai au sein d'un grand groupe qui fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, très rapidement, c'est poser d'abord une question d'acculturation interne pour, en fait, convaincre à la fois les collaborateurs, mais aussi le top management de cette nécessité d'aller chercher ailleurs et de lutter contre le not invented here, d'aller chercher ailleurs des compétences, des solutions pour à la fois transformer,
pour résoudre un problème ou pour trouver des nouveaux relais de croissance. Et là, je vais passer à ma casquette de cofondateur d'InWibe. Et c'est ainsi que a démarré en fait la collaboration entre InWibe et Wabtec, puisque notre mission au sein d'InWibe, c'est d'aider les entreprises à résoudre des problèmes, à trouver des nouveaux relais de croissance en faisant appel à l'écosystème, notamment de start-up. Vous comprenez que InWibe est une start-up un petit peu particulière. Certains diront qu'on est la start-up des start-up. Dans cette mission, on a d'abord travaillé avec Roberto ensemble pour mettre autour de la table, en fait, des ambassadeurs, des sponsors qui sont motivés, qui sont intéressés pour collaborer autrement, pour résoudre un problème autrement qu'en faisant appel aux compétences en interne. Et là, notre mission, elle consiste très classiquement à aider en fait Wabtec à traduire les problèmes qu'ils veulent résoudre ou à traduire des idées de relais de croissance dans un langage compréhensible par les startups. C'est un des points que Magali évoquait tout à l'heure, c'est cette problématique de compréhension. Comment utiliser un langage où on arrive à se comprendre, alors que d'un côté, on est un grand ingénieriste avec des contraintes, avec des prérogatives en termes de propriété intellectuelle, avec des prérogatives en termes d'exclusivité, en termes de protection de la propriété intellectuelle, en termes de clauses de responsabilité à des échelles industrielles qui s'élèvent à plusieurs dizaines, voire parfois centaines de millions d'euros. Comment on peut collaborer ensemble avec des startups et surtout comment pérenniser cette relation. Et c'est là que nous jouons notre rôle, qui est celui de facilitateur, à la fois pour aider ces deux cultures qui sont radicalement opposées, qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas le même rapport au temps, qui n'ont pas les mêmes priorités. Comment faire pour qu'elles collaborent ensemble? Et notre métier depuis 5 ans, c'est de jouer ce facilitateur, cet intermédiaire, ce traducteur, pour concrétiser des collaborations. Et ces collaborations, généralement, elles commencent par quoi? Elles commencent au départ par utiliser les startups pour aller chercher des idées, faire de la veille technologique, faire du benchmark. Et là, je vous invite à se poser la question, quand on est entreprise et quand on est aux startups, quand on est sur cette démarche de veille technologique, de benchmark, où se trouve le partage de valeur? La création de valeur pour l'entreprise peut être limitée, intéressante sur de la veille technologique, sur du benchmark. Pour une startup, est-ce que la startup a véritablement envie de partager toutes ses idées sans contrepartie? On reviendra là-dessus, Damien, parce que ça fait partie des difficultés réelles, en fin de compte. Là, c'était le côté où on se trouve. On va revenir dans une seconde partie sur pourquoi on ne se trouve pas en réalité, pourquoi ce n'est pas si facile que ça. Alors, juste rajouter un petit peu un point sur Wabtec. Parmi les participants, il y a plusieurs personnes de chez Wabtec, donc j'espère que je ne vais pas dire une sottise, mais Wabtec, c'est un petit peu comme dans le monde de l'assurance et de la banque. Ce sont des environnements extrêmement focusés sur la sécurité, la régularité, le carré, et sortir du cadre, et je pense qu'on aura des questions sur comment est-ce qu'on sort du cadre, comment est-ce qu'on crée ces espaces pour sortir du cadre, sont peut-être encore plus difficiles à créer dans ces environnements où on a une obligation industrielle, une obligation réglementaire, et on le retrouvera chez Pfizer certainement aussi, à sortir du cadre. Voilà une des questions qui est posée. Je vais passer la main à Andrea et Samuel, et je vais les inviter à faire de même, c'est-à-dire donner leur propre réponse à 2 questions, c'est qui êtes-vous? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à une relation? Samuel, alors c'est pas très élégant, mais on commence par la start-up, Andrea, tu nous pardonneras. Samuel? Bonjour à tous, merci Patrick. Enchanté, merci de nous accueillir ici. Alors, effectivement, donc en 2 mots,
je vais me présenter moi et puis surtout MobiliWork. Donc moi, j'ai travaillé 8 ans en cabinet de conseil sur des missions auprès de DSI et de DAF. Et puis j'ai sauté le pas vers l'aventure entrepreneuriale. J'avais vraiment envie de construire un projet et j'ai tout de suite adhéré à l'offre de MobiliWork qui était portée par Jérôme Gonon, que j'ai donc rejoint comme associé il y a 1 an et demi. Donc voilà, donc chez MobiliWork, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est les spécialistes de la mobilité temporaire de salariés inter-entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié qui va quitter son entreprise temporairement pour aller travailler dans une autre entreprise, puis revenir. Et donc, on a 2 offres autour de cette mobilité. La première, c'est autour de la flexibilité du travail. On appelle ça c'est le dispositif du prêt de salarié aujourd'hui, dont on parle un peu en France, qui est justement c'est une entreprise qui va être en baisse d'activité et donc qui va prêter son salarié à une autre entreprise qui recherche des compétences. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de notre seconde offre, disons, la mobilité temporaire entre entreprises dans le cadre de la formation et de l'innovation. Et donc, en fait, on accompagne des grands groupes comme CNP Assurance dans leur stratégie de transformation, mais on va recentrer cette transformation, cette innovation sur l'humain. Et on va faire vivre des immersions en start-up à des managers de grands groupes, les managers qui sont vraiment les maillons clés des organisations, pour développer en fait 4 soft skills: l'agilité, dont on parle, l'audace, qui fait d'ailleurs écho au courage et à la prise de risque dont parlait Magali Noé en introduction. Donc l'agilité, l'audace, la capacité à apprendre et le leadership. Et donc ces 4 soft skills qui vont être indispensables pour que ces managers deviennent eux-mêmes des agents du changement dans leur entreprise. Donc en résumé, en fait, un peu comme InWeeb, en fait, on va générer des relations entre grands groupes et startups au travers de ces immersions. Et d'ailleurs, on préfère même le mot rencontre, puisque en fait, parce que notre conviction profonde, c'est vraiment l'impact positif sur l'humain, le partage de compétences et l'apprentissage réciproque. Voilà. Donc avant de parler du sens, peut-être je peux laisser la main à Andrea pour qu'elle se présente et CNP. Andrea, il faut que tu nous expliques quel est le titre de ton job, parce que c'est quand même assez spécial celui-là. Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, je dirais que l'ouverture vers les autres et vers les mondes, c'est ma vie. Je m'appelle Andrea Ricard. Je suis, comme tu as indiqué, manager dans Lab d'innovation, en expérience client au sein de CNP Assurance. Un lab qui a un nom assez particulier, qui s'appelle Accélérateur. Ce n'est pas au hasard, c'est assez provocateur et on fait exprès. Justement, c'est qu'on pousse au sein de l'entreprise la culture de ce qu'on appelle de corporate hacking en entreprise, c'est-à-dire comment on pourrait justement casser les processus, les postures, les modes de fonctionnement et travailler autrement. Donc, c'est ça la base. Et mon accent, je suis sûre, ça ne vous a pas échappé. Je fais partie du groupe CNP Assurance depuis 2001, quand l'assureur brésilien dont j'ai travaillé avant a été acheté par CNP Assurance. Mais c'est en 2010 que mon parcours a pris un autre élan, quand j'ai fait justement une mobilité vers les sièges de CNP Assurance à Paris. Donc, l'ouverture, comme on le dit, vous voyez, c'est présent dans l'ADN de CNP Assurance. Déjà par son modèle, parce que c'est un modèle multi-partenariat. CNP Assurance n'est pas très connu de grand public, je dirais comme ça, même si elle est très présente dans la vie de beaucoup de Français, parce qu'elle a un modèle justement multi-partenariat avec les grandes banques qui font partie de la culture française également. Et des partenaires qui sont assez nombreux. On lui dit que CNP Assurance, elle a plus de 350 partenaires. Et je pense que c'est cette culture-là, j'ai eu aussi la joie, vous avez compris, de partager un bon bout de mon parcours en France avec Magali Noé. Et justement, là maintenant, on a travaillé sur la transformation digitale et je pense que la clé de cette collaboration, c'était justement associer cette culture de CNP Assurance déjà d'ouverture à un modèle multi-partenariat avec la possibilité d'échanger et de connaître et pourquoi pas proposer des partenariats avec les startups. Donc, c'est à partir de cette force qui était déjà chez CNP Assurance qu'on a donné du sens à aller voir et faire des partenariats avec les startups
dans les modèles qui étaient créés en 2016 et qui étaient assez structurés après parce que justement, la participation avec les startups, elle est faite essentiellement aussi sur un programme qui s'appelle OpenCNP. Bon, c'est pas mon cœur d'activité, je suis plutôt cliente de ces programmes-là, mais je suis une cliente très satisfaite. Parce que ce qui fait ces programmes-là, c'est une équipe hyper chouette qui a un regard hyper pointu sur les startups. Donc, ils identifient des bonnes startups, nous mettent en relation avec les services au CNP. Et moi, je suis plutôt cliente de ces programmes-là, OpenCNP, CNP Assurance. Merci beaucoup pour ça. Alors, c'est quand même un cas très particulier, votre histoire, parce qu'elle est pas technologique, elle est extrêmement humaine. D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait un fil rouge depuis le début, depuis ce que tu disais, Magali, tout au début, qu'il y a un fil rouge qui est plus humain que technologique, tout compte fait. Et que le technologie est un enabler, un facilitateur, et que l'humain est la valeur essentielle, idem dans ce que expliquait Isabelle avec Jean-Sébastien. Le binôme suivant que je vais inviter, et je vais faire la même opération, donc c'est avec, je vais inviter Johan, et pendant que Johan se présente, je vais, Samuel, tu me pardonneras, mais je vais garder Andrea et inviter Jules sur scène, si je puis dire. Johan, à toi peut-être de nous expliquer comment qu'est-ce que vous faites, parce que là aussi on part dans un domaine de la santé qui est différent et dans un temps long. Dans un temps long. Ce serait intéressant à expliquer. Et ensuite, avec Jules, dans votre collaboration avec Pfizer, à l'intérieur en fait d'un programme très particulier, je crois qu'il sera intéressant de présenter le programme dit PHH. Voilà. Johan, à toi. Merci Patrick et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Johan Kanan, je suis la cofondatrice d'une jeune société qui s'appelle Omini. Donc, de formation en 2 mots, je suis docteur en biochimie, donc formation très technique initialement, beaucoup de recherche fondamentale et assez vite en sortant de thèse, j'ai voulu me réorienter et donc j'ai été plus vers l'entrepreneuriat et l'innovation. Et donc, j'ai assez vite cherché à rejoindre des programmes d'entrepreneuriat. J'ai rencontré ma cofondatrice Anna, qui elle aussi est d'un profil tech, et ensemble, on a monté Omini, qui est une entreprise qui vise à développer des dispositifs de tests sanguins portables, une nouvelle génération de tests sanguins portables, à l'aide d'une technologie de biocapteur breveté. Qu'est-ce qu'on fait de différent, puisque c'est un marché qui est déjà quand même assez élaboré. On dispose de cette technologie qui permet de s'adapter à la détection de plein de biomarqueurs sanguins très différents et qui est à la fois portable, précise et connectée. Et nous, notre innovation en particulier au sein d'Omini, c'est qu'on a réussi à rendre possible l'industrialisation de cette technologie à coût réduit. Aujourd'hui, on se concentre sur le développement d'un premier produit pour le suivi de l'insuffisance cardiaque, et ceci à l'aide donc de biomarqueurs sanguins avec un dispositif qui serait utilisable à domicile par le patient et qui permettrait donc d'améliorer le parcours du patient, de réduire les hospitalisations et donc dans une perspective d'un meilleur patient management qui serait plus connecté, plus global. En soi, Omini est encore très jeune. On est dans une phase je dirais, de R&D. Autant on a développé des prototypes précédemment, là on est vraiment sur le développement d'un premier produit. Et avec ce développement, beaucoup de questions se posent sur notre positionnement sur le marché qui est très concurrentiel, qui est aussi pris surtout par de grandes entreprises. On a toute une stratégie à mettre en place de mise sur le marché, de certification, d'études cliniques, et donc plein de questions auxquelles il faut répondre assez vite et avec une timeline qui est très longue. Et ce qui m'avait mené au fait à rejoindre le programme Pfizer Healthcare Hub, ou PHH, qui est un programme organisé par le Fonds d'innovation, de dotation de Pfizer Innovation et par l'ITEPS, qui est l'incubateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et donc, dans le contexte de ce programme, nous avons l'occasion, donc, nous sommes 5 startups à être incubées et accompagnées par différents mentors de Pfizer. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Jules, qui nous accompagne depuis maintenant mars. Voilà, tu n'as pas tout à fait dit, tu n'as pas répondu, Johan, à la question du temps, c'est-à-dire la mise sur le marché. Oui. En soi, notre mise sur le marché, ce qui est particulier, c'est que vu qu'on est aujourd'hui en une phase de R&D,
on a encore devant nous plusieurs années pour passer aux études cliniques, à l'industrialisation et à la certification avant la mise sur le marché. Ce qui fait que c'est des échéances longues et à chacun de ces milestones, on a des défis assez forts à lever qui font que notre mise sur le marché n'est pas envisagée avant 2024 si tout se passe comme on prévoit, disons. Voilà. Donc c'est important ça aussi d'intégrer, je reprends ce que tu disais Magali au début, ampleur, vitesse. Je rajouterais la troisième dimension qui est inhérente, qui est celle du temps court, du temps long. On peut changer un code sur une interface web en quelques instants. Il faut plusieurs années dans le domaine de la santé, et Jules va nous l'expliquer aussi un petit peu. Jules, tout le monde connaît Pfizer, mais en fait, personne ne connaît bien Pfizer déjà. Donc, c'est qui Pfizer? C'est quoi? Alors, certainement malheureusement en plein dans l'actualité du Covid. Et d'autre part, cette même question, qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à la relation? Et pourquoi avoir cette interaction avec des startups telles comme Minilabs? Jules? Bonjour à tous, je suis ravi également d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Jules Bache, je suis responsable de la stratégie hospitalière donc chez Pfizer. Pfizer, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est une entreprise du médicament, donc un laboratoire pharmaceutique. Le nom est à consonance allemande, mais c'est un groupe américain et qui est basé en France depuis une soixantaine d'années maintenant. Donc, comme Johan l'a évoqué, on a mis en place il y a 2 ans maintenant le fameux PHH, le Pfizer Healthcare Hub. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accélération destiné aux startups, donc qui est financé par le fonds de dotation de Pfizer Innovation France et en collaboration avec l'Institut du cerveau. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de soutenir des entreprises, des jeunes entreprises qui ont un projet qui présente un intérêt de santé publique. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on travaille depuis 7 mois en collaboration avec Johan. Et en effet, Patrick, tu l'as souligné, la question de la temporalité est importante et à ce niveau-là, je pense que Johan a trouvé un partenaire compréhensif puisque dans l'industrie du médicament, on rencontre les mêmes timelines, les mêmes délais en tout cas pour développer de nouveaux produits que dans le domaine du medical device ou du diagnostic, donc le domaine d'Omini. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça facilitait la collaboration puisque... Excusez-moi, vous m'entendez encore? C'est revenu. Ah. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça facilitait la conversation, les échanges, puisqu'on se comprend au niveau de la temporalité. Pfizer développe des médicaments. L'industrie du médicament, c'est une industrie de temps long. Du début de la recherche à la commercialisation, il peut s'écouler 10 ans, voire plus. Donc, encore une fois, une profonde compréhension pour le projet de Johan et les difficultés temporelles qu'elle peut rencontrer. Et le programme, quand on dit donner du sens, donc si on comprend bien, c'est pas que du sens économique pour Pfizer aussi. Alors c'est un très bon point puisque, comme je l'ai dit, c'est un programme qui est financé par le fonds de dotation Pfizer Innovation France. Donc c'est un programme qui n'a pas vocation à créer un intérêt commercial direct. Il n'y a pas d'échanges commerciaux entre Omini et Pfizer. Donc il faut trouver du sens ailleurs. Et deuxième point commun, en dehors de la temporalité que peuvent partager des startups dans le monde de la santé et Pfizer, c'est l'objectif, la vision d'entreprise finalement. Qu'est-ce qu'on fait tous? On développe des innovations au service du patient, au service des professionnels de santé. Donc le sens va au-delà d'une collaboration purement commerciale ou économique et finalement c'est un intérêt de santé publique qui nous lie dans ces collaborations-là. Ok, on va encore une fois revenir là-dessus. Je reprends ce que disait Magali et je vais lui passer la parole pour peut-être qu'elle nous donne son premier retour là. C'est la notion de sponsorship, c'est-à-dire que ces binômages que vous avez créés au sein du PHH, Pfizer Healthcare Hub, je vais y arriver, et aussi accompagnés par des sponsors et qui sont aussi un petit peu les gardiens et les référents pour faire que ça avance et aussi que vous ayez une grande entreprise, on reviendra dessus aussi, une grande entreprise, elle a beaucoup d'autres activités que s'occuper de start-up. Et ça nous permettra de reparler. Magali, comment tu vois ça, toi, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de nos binômes? Qu'est-ce que tu en retires?
Alors moi, ce qui me frappe, mais qui ne m'étonne pas quand même, c'est finalement tous ces binômes ont parlé de rencontres. Et je pense que c'est comme quand soit on tombe amoureux, soit quand on embauche aussi, à un moment donné, on se dit ah ben c'est sûr qu'il y a un fit, c'est ça. Et je pense que moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a d'abord une rencontre, et la rencontre, elle n'est pas que, bien sûr, sur deux individus en l'occurrence, mais deux cultures aussi, deux notions, des valeurs. Voilà. Donc, moi, c'est ça que je retiens des échanges jusqu'à présent, c'est rencontre et un fit au niveau des valeurs. Après, sur le comment, on trouve toujours comment faire et les équipes sont là pour inventer des choses complètement folles. Moi, je connais plutôt l'expérience d'Andrea, mais aller mettre des managers dans des startups totalement en immersion, c'était en effet quand même assez osé dans notre culture et pourtant, elle l'a fait. Voilà. Donc, rencontre et puis voilà, que ça les mêmes valeurs. Alors, je vais remonter notre liste de binômes, et c'est pour ça que j'ai gardé Johan et Jules. Jules que j'ai appelé Bach il y a quelques instants, et tu vas me pardonner parce que, voilà, enfin, refrancisé, voilà. Mais c'est notre côté européen. Et parce qu'en fait, tout ça, c'est très sympathique en réalité, c'est très sympa. Ce que vous avez décrit, c'est la face éclairée de la Lune. Il y aura une face sombre. Peut-être pas sombre, mais du moins, c'est contre nature, c'est très compliqué. Les agendas ne sont pas alignés. Vous avez tous les deux parlé de temporalité. Les objectifs business ne sont pas les mêmes. Il y a des questions de relations de confiance. Et au fond, c'est la 3e année que nous faisons cette rencontre. Et on arrive toujours à un moment à se dire, mais waouh, il y a 250 000 raisons pour lesquelles ça ne devrait pas fonctionner. Alors, je sais que les gens qui sont sur le webinaire, parce qu'ils ont déjà envoyé des questions, nous ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ils ont surmonté ces obstacles structurels, culturels, émotionnels, économiques, pour malgré tout, c'est ce grand malgré tout, arriver à faire quelque chose ensemble. Donc, moi, j'aimerais bien avoir, on va commencer, effectivement, on va reprendre avec, peut-être Jules, tu peux remonter, puisqu'on va remonter comme ça. Parce que ça ne va pas être c'est pas un chemin semé de roses non plus, de pétales de roses. Alors le chemin n'est certes pas semé de pétales de roses, mais il est peut-être pas non plus aussi chaotique que ce que tu laisses entendre. Il y a un point d'abord qui est très important et qui a été évoqué en introduction par Magali, c'est la nécessité d'avoir le soutien de la direction générale sur ce type de projet. Et en l'occurrence, dans le cadre donc du fameux PHH, on fonctionne par binôme, un manager, une start-up. Mais chaque binôme a un sponsor, donc au niveau du comité de direction de Pfizer. Donc ça démontre quand même qu'il y a une volonté claire des décideurs de favoriser ce genre de programme. Et forcément, ça permet d'avoir plus de liberté, de se libérer du temps aussi sur nos agendas pour travailler sur ce type de collaboration. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, l'intérêt n'est pas directement commercial dans notre cas, mais peut-être qu'indirectement, il y en a un quand même, puisque l'objectif, je pense aussi, pour un grand groupe de travailler avec ce type de start-up, c'est, pour le dire grossièrement, de ne pas subir le futur. C'est aussi une fenêtre ouverte sur l'innovation, dans notre cas sur la santé de demain. On a un modèle de prise en charge des patients qui évolue beaucoup ces dernières années. Pfizer est une société centrée sur l'innovation, mais encore faut-il que nos innovations s'intègrent dans le parcours patient de demain. Et comme je l'ai dit, c'est une industrie de temps long. Donc entre le moment où on commence à développer le produit et où il arrive il y a des années, donc c'est très important pour nous d'anticiper ce que sera le parcours patient de demain pour mettre des innovations pertinentes sur le marché. Et vous avez ce même problème de Not Invented Here syndrome qu'évoquait Damien tout à l'heure concernant WebTech. Alors, non, je ne pense pas que dans la santé, il soit aussi présent pour une raison simple, c'est qu'il y a un modèle qui se développe énormément ces dernières années dans le monde du médicament notamment. Ce sont très souvent des startups qui développent des nouveaux produits et qui sont ensuite rachetés par des grands groupes qui ont les moyens de les développer, de les amener sur le marché. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Et de manière générale, la collaboration en santé se fait beaucoup. Et je pense qu'on a un bon exemple en cette période de Covid avec la recherche autour des vaccins notamment, puisque si vous regardez tous les candidats vaccins en cours de développement, beaucoup de développements se font entre
gros laboratoire pharmaceutique et une start-up qui disposait d'une technologie de recherche innovante. Tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, Jules, pour le vaccin? J'ai pas de bonne nouvelle particulière, pas de scoop à partager aujourd'hui. Bon, on compte sur vous. Hein, soyons patients. À tous les sens du terme, alors, dans ce cas-là. Johan, de ton côté, évidemment, tu es confronté. Je pense que l'un des sujets qu'on va retrouver sur toutes les startups, c'est que vous avez une charge de travail absolument colossale. Vous avez à développer, vous avez à trouver des partenariats, vous avez à trouver des investisseurs, vous avez à observer la concurrence parce qu'elle est extrêmement active. Alors, et en plus, il faut dealer avec une grande entreprise. Et comme toute grande entreprise, beaucoup de structures, pas toujours facile à comprendre quand on est à l'extérieur. Alors, c'est quoi les bonnes clés pour déverrouiller la relation de façon efficiente, vu de ton point de vue, ce que tu peux partager comme retour d'expérience avec les autres startups? Je pense déjà qu'il faut commencer par le fait qu'on a toujours cette dimension de collaboration start-up grande entreprise qui est commerciale, alors que comme plusieurs l'ont évoqué, ce n'est pas forcément le cas. Nous, aujourd'hui, on a pu bénéficier d'un accompagnement donc, par Pfizer via Jules à un stade où on n'est même pas proche de la commercialisation. On a pu bénéficier de la réflexion, de discussions avec différentes BU sous la forme de conseils. Et donc, je pense déjà qu'il faut sortir de cette idée de se dire un grand groupe ne sera là que quand une start-up est dans une phase commerciale, mais qu'aujourd'hui, de plus en plus de grands groupes, de grandes entreprises cherchent à mettre en place des programmes d'incubation, à rejoindre des consortiums avec de petites entreprises et donc vraiment à accompagner l'entreprise. Certainement, peut-être, ça pourrait avoir une finalité commerciale, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parce qu'il y a toujours cette dimension d'innovation, de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le terrain. En termes de concrètement, Jules et moi, comment on a pu avancer, déjà le fait d'avoir une personne référente, ça aide énormément parce que je pense que d'autres startups sont confrontées à un département, quel que soit ce département dans une grande entreprise, où pendant des mois, il faut négocier le contrat, la propriété intellectuelle, quelle est la limite de l'échange. Alors que nous, c'était assez clair. On avait une personne référente, c'est elle qui nous accompagne. On avait des objectifs clairs qu'on avait fixés dès le début du programme. Et ça a énormément aidé à nous, disons, à nous canaliser dans notre travail. On a toujours fait des points réguliers qui étaient adaptés au temps des deux personnes, qui prenaient en compte, nous, nos enjeux. Et comme tu le dis, Patrick, nous, on a énormément de choses qui se font et on a assez souvent une ou deux personnes à le faire. Et donc, moi, parmi les choses que j'essayais de mettre en place, c'est de raconter à Jules qu'est-ce qui se passe chez nous. Donc, de ne pas isoler cette collaboration du travail global de ce qu'on faisait chez Omini. Donc, partager les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Et cette politique de transparence, au fait, elle a été très bénéfique pour nous, puisque grâce à ça, Jules m'aidait à répondre à certaines questions qui sortaient du cadre de l'axe initial qu'on avait mis, qui pour nous était quelle sera la stratégie d'accès au marché d'Omini, que ce soit via des mises en relation, etc. Donc, je dirais la transparence, la récurrence des rendez-vous, des points réguliers pour voir l'avancement par rapport aux objectifs initiaux. Et il y a la dimension fit que Magali a mentionné qui doit être là aussi. Et donc, voilà, cette personne référente au sein de la grande entreprise qui va pouvoir accompagner la start-up dans son aventure. Alors, Johan, on aime bien chez nous l'expression fit parce que c'est notre nom. Alors, oui. Donc, mais c'est encore une fois cette rencontre un peu improbable. Moi, je retiens quand même au passage un point important qui est de tenir au courant de. Ouais, ce qui veut dire un degré de confiance qui n'est pas évident à développer. On peut avoir peur quand on est une start-up de voir sa propriété intellectuelle siphonnée par le grand groupe. Il y a eu des cas dans les années passées pas très glorieux, hein, qu'on connaît tous si on est dans l'écosystème de l'innovation français, mais pas que français, c'est une pratique qui s'est passée un peu partout, d'entreprises qui ont développé des hackathons, des innovation labs, des programmes comme ça, et qui ont siphonné, au sens propre du terme, et ça a donné lieu à quelques conflits, mais qui étaient traités hors tribunaux, de la propriété intellectuelle. Et j'ai le souvenir précédemment aussi d'avoir cette question posée par une startup, mais comment on gère ce problème de la propriété intellectuelle? Alors, Johan, je ne sais pas comment, avec Jules, comment vous gérez ça? Parce qu'il y a quand même une séparation. Vous êtes deux entreprises distinctes. Hein. Alors, propriété intellectuelle.
Après, nous, je dirais déjà, le programme lui-même a imposé un certain cadre qui était assez pratique parce que dès le début, on savait qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas. Je pense que même si c'est contre-intuitif, le fait que nous, on est une entreprise qui développe du dispositif alors que Pfizer est dans du pharmaceutique, on n'est pas forcément sur un rapprochement de produits aussi fort où Omini va se dire « Ah, mais peut-être ils vont nous piquer notre dispositif. » Je simplifie les choses. Et cette idée de se dire « Ma propriété intellectuelle, c'est tout pour moi », les startups doivent s'en détacher un peu. Certainement, nos brevets, on les dépose, on protège notre innovation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie qu'on peut communiquer, une partie qu'on peut vulgariser. Et je pense qu'il y a du travail à faire côté startup, à faire la part des choses. Qu'est-ce que je peux vraiment partager et qu'est-ce qui enfreint ma propriété? Et ça, nous, on en discute avec des cabinets de propriété intellectuelle pour leur dire qu'est-ce que je peux partager. Et du côté grand groupe, grande entreprise, il y a un travail à faire pour regagner cette crédibilité qui a peut-être été perdue au fil des années. Et en tout cas, Jules nous a donné un peu ce contexte de confiance. Qui nous a permis de partager pas mal d'informations sans forcément qu'ils sachent comment exactement notre capteur fonctionne très techniquement, disons. Mais Jules, de ton côté, ça a été un questionnement, un point de vigilance spécifique? Non, j'allais dire la même chose que Joanne. La chance qu'on a eue pour bâtir cette confiance, c'est que techniquement, je ne comprends absolument pas comment fonctionne leur solution, puisque elles ont des profils, encore une fois, de chercheuses. J'ai un profil plutôt commercial et je serais incapable aujourd'hui de copier quoi que ce soit, puisque je ne le comprends pas. Par ailleurs, la collaboration, enfin le cadre de l'échange, le conseil qu'on leur apporte n'est pas tellement au niveau de la technologie en soi. Enfin, quel que soit ce qu'elles commercialisent, ça change peu de choses techniquement, ça change peu de choses sur les attentes, le conseil. On est plutôt là pour les accompagner sur la partie mise sur le marché, accompagnement commercial. Donc encore une fois, Pfizer n'a pas besoin de connaître dans le détail le fonctionnement de la technologie que développe Omini. Donc ça permet il est quand même important de créer un cadre de sécurité, si je puis dire. Absolument. Lorsqu'on réalise ce type de programme, peut-être qu'on pourra avoir d'ailleurs les uns les autres, vous nous exprimer comment vous gérez parce que la confiance, elle se bâtit au jour le jour, mais il faut quand même, d'après ce que je comprends, et vous me direz comment vous le vivez, des cadres de protection relativement formels qui permettent d'asseoir cela et que tout le monde soit sur la même page, qu'on ait bien compris. Magali, tu as déjà eu, d'ailleurs, je te vois opiner du chef, tu as eu à gérer cette situation-là? Oui, oui. Pour moi, vraiment, ce que j'entends me parle énormément. Ce que j'ai pu constater, c'est que oui, il faut en effet des personnes référentes, une équipe vraiment qui sait gérer ce lien. Donc, une dynamique de fit pour te faire plaisir, Patrick. Mais il faut en plus un cadre. Un cadre, pourquoi? Parce qu'après, les gens peuvent changer en fonction de la maturité du projet. D'autres process peuvent venir s'appliquer et bousiller finalement beaucoup de choses qui ont été faites au début. Donc, penser au cadre dès le début, pour moi, c'est quelque chose de très, très important et qui vient sécuriser d'ailleurs les deux équipes. Alors, je ne vais pas révéler un secret, un grand secret, mais Jules et Joanne le connaissent bien, beaucoup mieux que moi. Il y a une charte qui régit la relation, et c'est un très joli travail, très beau travail qui a été fait par le PHH pour créer une charte de la relation, et au moins les choses sont écrites noir sur blanc, et elles évoluent dans le temps, parce qu'il y a une seconde édition cette année, donc ça a évolué un petit peu par rapport à la première édition, donc il y a un enrichissement, il y a aussi un développement d'intelligence collective au travers des retours d'expérience à chaque fois. Et je crois que c'est aussi probablement l'une des clés, c'est d'être à l'écoute et s'autoriser à ajuster le programme, à comprendre où sont les craintes, où sont les freins pour pouvoir l'améliorer à chaque fois. Un programme qui, toutes les grandes entreprises réfléchissent, enfin devraient réfléchir, et toutes celles qui sont ici réfléchissent dans la durée. Je vais passer la main à Andrea et inviter Samuel à nous rejoindre dans quelques instants, et donc Joanne et Jules vous mettre un petit peu en stand-by en quelques instants. Andrea, voilà, toutes ces difficultés, tous ces challenges devraient faire que c'est pas possible. Ça ne devrait pas être possible d'avoir ce type. Et cette idée un peu folle d'aller envoyer des collaborateurs à l'extérieur, ça ne devrait pas marcher. Hein? Donc comment arriver à le faire fonctionner?
Ouais, en effet, je pense qu'il a déjà cette notion de temps, d'urgence. Je me réveille sur ça et il fait plaisir un peu à Magali, ça va lui faire rigoler. Moi, je pense vraiment que les temps, c'est un concept. Et en effet, on peut bien trouver notre temps pour s'appliquer à quelque chose qui a du sens pour nous, avec lequel on est engagé. Et en fait, je pense que la base de notre travail que je porte avec l'équipe, c'est justement s'il y a deux compétences qu'il faut muscler dans les entreprises, je dirais dans les grands groupes, parce que je suis là en train de représenter, mais en effet, c'est tous les types d'entreprises. C'est l'empowerment, c'est donner vraiment les pouvoirs aux collaborateurs d'agir et de décider dans un périmètre qui est accordé pour un objectif spécifique. Et l'engagement. Parce qu'avec ces deux compétences-là, on peut se dépasser des histoires de je n'ai pas le temps et c'est pas possible également. Après, sur l'aspect, je pense, comment trouver les bons combinés, la bonne collaboration gagnant-gagnant entre une start-up et un groupe, c'est toujours sensible. Et là, je fais vraiment, je félicite l'équipe OpenCNP pour ce qu'ils font parce que je pense que ça porte justement d'une expérience. Depuis 2016 qu'ils travaillent sur ça, mais ce qu'ils font, c'est justement ne pas se concentrer exactement sur la fin de l'objectif, mais penser également sur les étapes, sur les parcours qu'on va vivre ensemble et de trouver des moyens de grandir ensemble. Et je pense qu'il y a une chose qui marque très bien les collaborations et les échanges qui sont faits entre l'entreprise et les startups, c'est cette attention sincère vis-à-vis de les startups pour bien comprendre les personnes qui sont là, pour voir qui est-ce qu'on pourrait donner des conseils utiles, sincères, bienveillants, pour qu'ils puissent se développer, grandir ensemble. Et c'est de cette collaboration qui va générer en fait la confiance pour établir de vraies collaborations où on va dévoiler nos défauts, nos points faibles, nos faiblesses aussi comme entreprise. Et on va aussi partager nos forces. Et en fait, je pense que c'est là qu'on peut grandir ensemble dans ces sens-là. Donc, je pense que l'attention sincère et penser au parcours plutôt que la fin, parce qu'on sait très bien que même si au début on est très enchanté, les rencontres sont positives et tout ça, je pense que la base de toute la collaboration pour trouver les bons matchs, c'est justement cette ouverture, c'est savoir écouter, c'est savoir exprimer ses forces et faiblesses, mais c'est aussi avoir le courage, l'audace d'échanger des choses qui marchent. Si on passe pour ça, je pense qu'en effet, là, on peut avancer sur ça. Tu peux, alors, Andrea, tu as dit quelque chose juste à la fin, tout n'était pas très pertinent, mais spécialement à la fin, tu viens de dire quelque chose qu'on n'entend pas souvent. S'autoriser à changer des choses qui marchent. Tu peux éventuellement donner un exemple de ce que tu entends par là? Exactement, parce que en effet, les groupes comme CNP Assurance, on a des processus qui sont presque en usine. Hein, on sait les faits depuis. On a une histoire des 160 ans qui a évolué bien entendu au fil des ans, des modèles aussi qui ont échangé, mais il y a des choses qui marchent très bien. Et donc, quand on arrive avec une innovation, notamment qui porte une start-up, si on commence déjà à montrer, regarde, on peut faire autrement, en fait, les premiers réflexes qu'on aura, c'est des équipes qui disent, mais ça marche. Hein. Et si je viens au monde de foot, c'est un peu comme ça. Pourquoi changer les équipes qui sont gagnantes? Donc, cette notion, il faut vraiment avoir l'audace d'échanger des choses qui parfois marchent. Et là, pour revenir à l'expérimentation d'aujourd'hui, les managements au sein de l'entreprise, on peut dire, le management évolue partout, mais les modèles qu'on a, ça marche. Donc, pourquoi penser à envoyer des managers au sein des startups, parce qu'on a fait déjà des learning experience, on a fait déjà des dating, donc on a rencontré des startups et les managers, ils ont appris des choses. La clé de cette collaboration que je trouvais intéressante, c'était la différence avec Mobileworks, c'est cette possibilité, pas d'aller faire une learning experience, voir comment ça marche, c'était vraiment d'envoyer des managers pour bosser, pour aller travailler, pour faire une vraie mission, pour avoir des objectifs au sein d'une start-up. Et en plus, et ça, c'est la clé, je pense que depuis le début, on a travaillé avec Mobileworks. On avait les feelings que ça pourrait marcher, mais on ne savait pas les comment. Et au lieu de penser tout seul dans notre coin, on a invité justement Mobileworks dès la phase de cadrage en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner du sens au manager pour qu'il ait envie d'aller en start-up. Et là, deux choses étaient
intéressante, c'était apprendre à ce qu'on va faire, donc apprendre par la pratique. Et je pense que l'occasion qu'on a vue cette année, ça montre que les meilleurs coachs qu'on a dans la vie, c'est la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on apprend beaucoup de choses. Et là, je sais que cette année, c'était un élan de transformation digitale pour plusieurs personnes parce que tout simplement, ils n'avaient pas le choix. Il fallait se mettre dans la vraie vie. Et là, on a dit, on va travailler par la pratique. Et deuxièmement, on va justement laisser les managers choisir les startups par des causes, par des métiers, par des fonctions qui les intéressent à eux, qui n'ont aucun lien avec CNP Assurance, à la limite. On s'en fiche de ça. Mais à la limite, le manager, il va trouver les startups qui l'intéressent parce que c'est quelque chose d'engageant. Et comme contrepartie, il y aura travaillé et il va assimiler par la pratique de nouvelles modes de travail, les modes de management qui après, il va appliquer dans la réalité chez CNP Assurance. C'est très clair, Andrea, et merci beaucoup pour ça. Alors, de ton côté, Samuel, toi, tu as démarré une activité qui était dans un cadre réglementaire, en plus tout nouveau, parce que c'était pas quelque chose qui existait depuis 150 ans, cette autorisation à aller faire du prêt personnel. Comment, déjà structurellement, créer une start-up dans un domaine qui est quasi page blanche ou contrat culturel, je dirais d'une certaine façon, en France en particulier, et d'autre part, comment embarquer des équipes dans une entreprise comme CNP Assurance où ce n'était pas exactement l'habitude que de fonctionner comme ça et de se mettre en risque, comme Andrea le dit, prendre le risque d'eux. Tout à fait. Très bonne. Effectivement, les relations entre grands groupes et startups, elles sont jamais simples. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est toujours plus simple si, par exemple, il y a un gros sponsorship ou un cadre. C'est vrai que nous, l'expérience, elle a montré qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple de s'insérer dans un programme déjà pour les managers, par exemple, où ce serait ces immersions sur une brique supplémentaire. Et en fait, tout cela, c'était pas du tout le cas chez CNP. C'est-à-dire qu'il y avait, alors oui, il y avait une sorte de sponsorship avec Andrea, bien sûr, qui fait partie de l'accélérateur, mais c'était pas le DAF ou le directeur. On a même parlé de DG. Et puis finalement, et ce cadre, il n'y avait pas de cadre. Et en fait, ce qui a marché, c'est exactement ce que dit Andrea, c'est que c'était par l'implication et l'engagement, non seulement de l'accélérateur, représenté par Andrea, mais en fait des participants. Et mais c'était d'autant plus difficile. C'est vrai que c'était un vrai défi chez CNP. D'ailleurs, ça n'a pas été simple. C'est pour ça que le succès est d'autant plus agréable, d'autant plus gratifiant. C'est qu'en fait, on a vraiment dû embarquer c'est des managers, donc c'est des gens qui ont 20, 30 ans d'expérience, qui ont des postes super importants chez CNP, beaucoup de responsabilités et qui ont quand même réussi à dire oui, je veux et oui, je vais faire en sorte de me dégager du temps, de me prendre en main pour participer à ce programme. Et tout à l'heure, tu disais en plus, Patrick, sur la base, déjà sur le papier, il n'y a rien qui fait que ça devrait fonctionner. Quand en plus, il y a le Covid, le confinement qui vient arrêter, nous, clairement, les immersions start-up, c'est de la rencontre. Donc, on a eu un vrai coup d'arrêt. Il y avait en plein milieu quasiment du lancement de ce programme. Et pourtant, on n'a pas arrêté. Alors, on a mis entre parenthèses, mais pendant cette mise entre parenthèses, on a continué à garder le contact. Et c'est cette confiance, cette transparence qui vraiment a fait qu'aujourd'hui, on continue ce programme et on peut venir témoigner aujourd'hui de ce succès. Et on a su justement s'adapter avec d'ailleurs une immersion qu'on va bientôt tester avec peut-être 100% à distance. C'est un autre type d'immersion, d'autres apprentissages, d'autres relations, mais on s'est adapté et toujours avec cette volonté de progresser ensemble. Et effectivement, comme dernier point, effectivement, pour rebondir là-dessus, c'est que finalement, donner du sens, en fait, c'est assez simple puisque nous, c'est ce qu'on veut faire, en fait, donner du sens à ces rencontres entre grands groupes et startups pendant ces immersions. Et puis CNP, finalement, c'est ça, donner du sens avec leurs clients assurés. Et en fait, c'est vraiment cette valeur-là de donner du sens. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté quand tu m'as proposé, Patrick, de participer à ce webinaire, puisque c'est vraiment c'était au cœur de notre échange, notre collaboration avec CNP Assurance. Alors, je vais en profiter les questions sont en train d'arriver en parallèle et je vais vous en poser une parce qu'elle porte, je crois qu'on pourrait la poser à tous, mais sur la contractualisation de la relation. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux étapes. Il y a une partie probablement qui est exploratoire, il y a une deuxième qui est business.
Alors, business, oui, ça on contractualise, c'est traditionnel et Tony, en tant que spécialiste des achats, connaît beaucoup mieux que moi-même le sujet et je vois que le professeur Hugues Poissonnier est en ligne, le professeur de l'école de management de Grenoble est en ligne, un grand spécialiste des achats. Mais avant d'arriver aux achats, il y a cette phase préliminaire qui a aussi été évoquée entre Jules et Johan. Est-ce que vous contractualisez? Est-ce que vous est-ce que vous bornez cela ou est-ce que vous attendez d'avoir un deal commercial pour créer un cadre de référentiel? Alors, si je peux effectivement commencer rapidement, c'est vrai que encore une fois, CNP va faire figure d'exception parce que clairement, quand on va aller chercher des contrats avec un grand groupe, avec un client, on va toujours essayer effectivement de contractualiser, de s'insérer dans ce fameux programme dont je parlais tout à l'heure, de s'insérer sur le long terme et non pas uniquement sur un POC. C'est vrai que cette phobie du POC qu'ont les startups en disant on va juste essayer puis on verra si ça marche. Et en fait, c'est une sorte d'insécurité et en même temps, il faut aussi avoir cette agilité qu'on peut se permettre en tant que startup de tester. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec CNP. Et d'ailleurs, c'était le deal tout de suite avec Andrea. Elle nous a dit, écoutez, moi, je ne vais pas vous contractualiser pour 150 immersions ou sur un projet sur 5 ans. Moi, je vais faire participer des managers. Parmi ces managers, il y aura des gens, des RH qui seront peut-être intéressés par votre offre, mais en gros, à vous, quoi. Allez-y et à vous de prouver que c'est pertinent. Et dans le même temps, c'est ça aussi qui est intéressant. Je reviens sur ce que disait Johan tout à l'heure. On est certes une offre commercialisable, mais on est toujours en perpétuelle évolution. Et c'est aussi ce gagnant-gagnant qui fait que cette collaboration elle a pu exister. C'est vrai que même s'il n'y avait pas ce contrat, en fait, on a progressé avec CNP, notamment avec la recherche du ROI dont on parlait tout à l'heure, parce que toujours on dit vous faites une formation, quelle est la formation le ROI d'une formation, c'est la question à 1 million, et finalement on a un peu réussi à y répondre mais dans ce dialogue, dans cette co-construction avec Andrea et CNP. Et Andrea, de votre côté, contrat, pas contrat, formel, pas formel Alors, je peux compléter. Je pense qu'il y a un apprentissage que les grands groupes peuvent avoir, c'est justement sur la contractualisation et c'est gagner en agilité. En effet, c'est toute la complexité parce qu'on a, comme disait Magali en début, toute une équipe qui est spécialisée sur justement comment bien gérer les contrats avec les clauses qu'il faut, avec tous les contrôles qu'il faut et toutes les gestions des risques. Et parfois, ça peut prendre trop de temps. Et les temps, la notion d'urgence qu'on a pour un contrat, parce qu'on en a envie, on a embarqué les gens, on a mobilisé, on a envie d'agir, et les temps des formalismes officiels qu'on a besoin, notamment avec toutes les équipes qui sont associées dans le groupe, juristes, vous connaissez bien la réalité, ça a un décalage assez important. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est justement de travailler sur un périmètre délimité. On a dit concrètement pour cette partie-là, on va définir un cadre et on fait un contrat spécifique pour ces cadres avec un nombre fixe des mobilités qu'on souhaite faire. On a invité des personnes à écouter les pitchs directement de les startups. Donc, on a créé ces rencontres et on savait parmi les personnes, on n'avait pas à indiquer, on voulait justement poster la base de volontariat. Donc, on a dit, venez, faites votre pitch, on va expliquer la démarche. Et si on trouve parmi les personnes des volontaires, on embarque et on s'est fixé des objectifs en commun, aussi bien moi et mon équipe que Mobilework, pour réussir ensemble les pitchs. Donc, on a invité, je pense qu'ils étaient une vingtaine de personnes, et on avait comme objectif avoir 8 personnes pour embarquer dans la mobilité. Finalement, on a fait aussi entre 7 et 9, et il y a eu un changement au milieu avec notamment l'évolution, mais on a encadré sur ça. Et après, et c'est là qu'on a vu la différence, c'est que Mobilework avait déjà une expérience avec un contrat type. Donc, on a essayé, bien entendu, de passer les contrats types chez nos équipes. Et là, tout d'un coup, non,